Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Alors, en ce mois de l'histoire des Noirs, nous recevons une autre invitée de marque, messieurs, dames. Alors là, si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire une découverte des plus incroyables. Elle a plusieurs chapeaux dans la vie qui est la sienne. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir, oui, que nous recevons à Coconut Podcast. Dans un premier temps, je me dois de vous dire qu'elle est chargée de projet, oui, dans une ONG. On va apprendre à découvrir le tout. Également, elle travaille à la ville de Montréal auprès des élus, quelque chose d'incroyable. Mais surtout, elle est chef adjointe, oui, du Parti vert du Québec. C'est avec honneur et respect que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Alimatou Ba, messieurs, dames. Merci beaucoup pour cette belle introduction, Alain. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ben écoute, tout le plaisir est pour nous, Alimatou, que tu aies pris le temps. On sait que tu es hyper occupé d'être avec nous aujourd'hui à Coconut Podcast. Écoute, en faisant les recherches, on sait que tu as des racines. Écoute, tu viens de Guinée. Comment qu'on dit bonjour dans ta langue? Jarama. Jarama. Pas pire, hein, les prononciations, hein, Coconut Podcast. Comment ça va? Comment tu dirais ça? Kohonoai. Kohonoai? Ouais. Ah, pas pire. OK. Excellent. Ben, on sent que t'es très polyglotte, là, Alimatou. On sait que t'as quand même pas mal tourné. Bon, écoute, on va te demander dans la langue de Molière également. Comment vas-tu? Ça va, Alain. Je suis contente d'être là et malgré la pandémie et tout ce qui se passe là, on s'estime heureux d'être en santé. Donc, nous autres, on aimerait savoir, Alimatou, en ces temps de confinement, couvre-feu, crise sanitaire, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel? On sait que tu as deux petits garçons et sur le plan professionnel. On t'écoute? J'avoue que la première vague et le premier confinement avec les écoles qui étaient fermées, le télétravail avec 2 enfants à la maison, c'était pas du tout évident. Donc, on a su s'adapter. C'est beaucoup de charge mentale parce qu'il fallait occuper les enfants, il fallait remplir le travail aussi. Avec la réouverture des écoles, ça a été plus facile. Et quand on est 2, c'est toujours mieux que d'être seul là. Donc, pour moi, un grand chapeau aux pères et aux mères monoparentales parce que c'est tout un défi là. C'est clair, c'est pas évident. Alimatou, on va en reparler un peu plus tard. Écoute, on va apprendre à te connaître, car véritablement, le Québec, le Canada, la francophonie gagnent à découvrir la personnalité que tu es. Alimatou, d'après les recherchistes de Coconut Podcast, tu es né sur le continent, duquel on vient tous, là, hein, c'est bien ça? Tu es né en Afrique, plus précisément en Guinée. Guinée-Conakry, Bissau, Équatorial. Conakry, OK, excellent. Ben, c'est ça, donc, mais quand même qui faisait partie de l'Empire mandingue à une certaine époque en Afrique de l'Ouest, là, bien sûr. Alimatou Ba, t'as grandi en Guinée. Tu vas y faire tes études en primaire, lycée, on peut dire secondaire pour nous ici. Un souvenir du pays, un souvenir là que
tu sais, par moment, tu te réveilles puis tu te dis, oh là là, que ça manque, là. Donc, dans un premier temps, un souvenir d'enfance, puis par la suite, une odeur qui te manque. Lorsque tu te réveillais et grand-maman faisait un plat quelconque. J'aimerais t'entendre là-dessus, un souvenir d'enfance en Guinée, là. Oui. Bon, un souvenir d'enfance, je dirais la saison des mangues. Ah, Donc, OK. Ouais. la saison des mangues, c'est comme ça arrive vers juillet, août. OK. Puis, c'est comme tous les enfants sont laissés, on cueille les mangues, puis de toutes sortes, de toutes. Fait que c'est mangue à profusion. Donc, j'adorais cette saison. Et même là, à ce moment, quand cette saison arrive, mes papilles sont toutes, OK, OK. parce Mais que là, il y a des festivals tu sais, je sais pas, autour de la mangue. Comment ça s'organise? en fait, c'est comme il y a des rangées de mangues qui sont à personne là. Donc Mhm. tous les enfants vont à l'endroit où il y a les manguiers. Ouais, ouais. Donc c'est là c'est comme ça devient une activité d'aller cueillir toi-même les mangues. Du coup, ça OK. commence les mangues vertes, les mangues. On fait toutes sortes de recettes avec les mangues vu que ça dure juste OK. 3 mois. Fait que c'est un beau Ah. souvenir. OK, superbe. Et là, quand toi, tu arrives au Québec et tu vois qu'on a ces mangues, là, les mangues salvadoriennes, peut-être, t'as les mangues un peu que les Haïtiens aiment bien acheter, mangue francique. J'aimerais t'entendre, toi, est-ce qu'il y a une comparaison où la mangue du pays, pour toi, la mangue guinéenne, c'est vraiment la mangue? C'est En tout la cas. mangue. J'ai essayé La toutes sortes de différence, mangues allez, ouais, ici. ouais. Euh, pour moi, j'ai pas ressenti, j'ai pas eu une mangue où j'ai le même goût. C'est Ah, vrai OK. qu'on dit que toutes les mangues ont les mêmes goûts, mais la Ouais. mangue du pays a quelque chose OK, que j'ai pas d'accord. retrouvé. Super, Un jour, super. si je pars chez moi, je t'en enverrai, tu m'en diras des nouvelles. Ok, excellent, excellent. Et là, tu nous fais découvrir la Guinée, capitale de la Guinée, Conakry. Conakry. Ok, excellent. Et là, maintenant, euh, moi, j'aimerais te demander, tu vas beaucoup voyager dans ta vie, on va découvrir ça dans quelques instants. Si tu avais à comparer le système éducatif, intéressant, Mhm. en Guinée versus le système éducatif dans lequel vont tes enfants là aujourd'hui, par exemple. Je sais pas un peu, une petite comparaison vite fait pour un peu nous mettre dans l'ambiance, le bain, comment ça se passe au pays là. C'est quand même parce que tu as fait des études assez brillantes, donc la base que vous devez recevoir doit être vraiment, tu sais, t'es vraiment ficelé, là, bien ficelé. Ouais. Oui, en fait, pour la petite histoire, la Guinée est une ancienne colonie de la France. OK. Fait que c'est un peu le système français. Fait que au début, l'école c'est en français. On commence la maternelle à 5 ans, puis après c'est la première année jusqu'en sixième où on fait l'examen d'entrée en septième pour le OK. collège. OK. Fait que je trouve que c'est très différent quand je vois la façon dont les devoirs de mon fils et comment nous on avait, c'est pas la même chose. Je pense que là-bas on était plus dans la mémorisation, Mhm. dans OK. retenir Par plein. cœur. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, la pédagogie n'est pas la même, même si on arrive au même résultat que en première année, on apprend à lire et tout, mais Mhm. la pédagogie n'est pas la même. N'est pas la même. OK, excellent. Ali Matou, tu nous parles du système français au niveau de l'éducation. Toi, à un certain moment, eh bien, tu vas annoncer à tes parents, hein, à la famille, que tu quittes pour l'Europe. Et Oui, là, ça a de l'air que tu vas choisir Rennes comme ville. La ça fait. réaction de tes parents, est-ce qu'ils t'ont aidé à postuler? Parce que bon, on peut bien l'envisager, tu vas quitter pour aller étudier. Mhm. Est-ce que c'est une nouvelle que tu vas leur annoncer, tu sais, comme à la toute fin?
t'assurant que ton projet soit bien ficelé pour qu'on t'empêche pas d'y aller, là, tu sais, en quelque sorte, ou ils vont vraiment être ceux qui vont t'encourager, qui vont te donner des numéros de téléphone, qui vont... Voilà, on aimerait t'entendre là-dessus. Oui, en fait, mon père, il est vraiment très à cheval pour qu'on fasse de bonnes études. Du coup, dès après le bac, on a commencé le processus, c'est Campus France qu'on utilise. Ma sœur était déjà en France, fait que j'ai choisi Rennes parce que ma sœur était là. J'ai choisi l'école parce que je voulais faire du droit. Fait qu'il était à la base, là, il était tout le temps là, choix de l'école, choix des études. C'est quoi, c'est la Et Bretagne, ça? oui, c'est la Bretagne. Tu vas aller en Bretagne, on voit que t'as une belle coiffe, toi aussi. Est-ce que quand tu arrives là-bas, tu fais compétition? Parce que ça a l'air en Bretagne, jadis, les femmes avaient des coiffes incroyables. Est-ce que tu as eu à être comparé ou à faire comparaison? Non, j'ai juste trouvé qu'il pleut beaucoup et il pleut tout le temps. Et sinon, ils font les meilleures crêpes du monde. Fait Ah que ouais, les même crêpes pour ça, bretonnes, hein? Ouais, ok, oui. ouais, ouais. Mais Vrennes, c'est une chouette ville à 2 heures de Paris. Et, j'ai fait la fac de droit pendant 3 ans. Ouais, c'est pas peu dire. Tes parents étaient-ils fiers de toi lorsque tu vas quitter? Moi, j'aimerais entendre là-dessus. Bon, t'avais ta grande sœur qui était déjà en Europe, mais lorsque tu es admise en droit et puis quand même tu vas poursuivre, faire de belles études, je sais pas moi, la satisfaction de tes parents, est-ce que tu l'as ressenti à un certain moment? Est-ce qu'ils te l'ont communiqué ou tout simplement ben c'est comme t'as pas le choix, papa il t'a toujours dit il faut bosser, donc toi le résultat qu'il faut remettre c'est le diplôme, je sais pas. Ouais, moi, me rendre fier mes parents a toujours été mon objectif. Heureusement qu'à l'école et au lycée et au collège, j'étais toujours première de ma classe, fait qu'on me disait souvent que ils sont fiers de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours continué dans ce sens. Et mon père, il m'a beaucoup encouragé toujours, même quand il m'appelle, oh, je suis fière de toi. Fait que... Ok, superbe, nice, ça c'est bien ça. Ali Matouba, maintenant tu vas arriver en France, tu vas faire ces études en droit. J'aimerais t'entendre parce que plus tard dans ta vie, la lutte, le combat pour les droits de la femme, ça va vraiment être important. Euh, Tu vas être à Rennes. En tant qu'étudiante étrangère à l'époque que tu y étais, euh, est-ce que ça a été plus difficile dû au fait que tu étais une femme noire en France, mais quand même tu n'étais pas en métropole, à Paris, que il y a tellement de monde, ça bouge. Peut-être t'es en région, en province. Est-ce que c'était plus facile l'intégration là-bas? Moi, j'aimerais t'entendre très rapidement là-dessus. C'était difficile la fac de droit déjà. Quand je suis arrivée, on n'était que 3 filles noires dans toute l'amphi. On y avait une centaine d'élèves. Et l'intégration, c'était très difficile parce que quand je suis arrivée, je me rappelle le premier cours, je pensais que c'était même pas français qu'ils parlaient tellement c'était rapide, le débit et tout. Et pour la prise de notes, c'était difficile. Ça a été vraiment, vraiment difficile la première année. Si à la maison, il y avait ma sœur, j'avais un équilibre. À l'école, c'était vraiment un grand défi. C'était vraiment différent le système éducatif, l'apprentissage. On utilisait beaucoup d'outils technologiques alors qu'en Guinée, les cours, c'était que les cahiers et tout. Donc, ça a été, je pense que c'est l'année où j'ai eu plus de défis au niveau des études. Le premier examen, c'est que ça dirait 2 heures. J'étais à la première question quand ils ont dit 5 minutes. Et que Donc, il y j'ai a eu une pleuré. adaptation qui a dû Ouais. être faite, mais qui va te servir plus tard et plus loin quand même. Bon, donc t'es Ouais, passé au travers, là. Hein? ouais, ça m'a vraiment permis de m'endurcir. Là, je pense que le passage en France, les 3 ans d'études que j'ai eu, ça m'a permis de m'endurcir, ça m'a permis
parce que je travaillais aussi à côté pour payer les études, pour diminuer le fardeau financier pour mon père. Fait que ça m'a rendu plus mature, plus responsable parce que j'avais comme 2 petits boulots à côté. Il fallait les cours et tout. Donc, je pense avec ça, je suis arrivée au Canada bien blindée là. Bien blindé. Bah, écoute, déjà, toi, on sent que tu as un goût pour la découverte, l'histoire, la géographie, la culture. C'est très important pour Alimatouba, mais c'est quand même important qu'on le souligne aux internautes, Alimatou. Avant de quitter pour la France de 2008 à 2011, tu vas quand même travailler au musée William Bas. Ouais, ça c'est en Guinée. Ça c'est quand même intéressant. Tu vas quand même t'imbriquer là, tu sais, comme t'imbiber, je te dirais plus même de toute la culture qui est propre à ton pays, qui va te donner ses ailes, qui vont te permettre aujourd'hui Conakry, demain le monde, et aujourd'hui c'est un peu ça. Tu vas être en France, tu vas Oui. décider de quitter pour le Canada, mais je pense que tu n'es pas toute seule à ce moment. Peut-être en faisant les études, tu fais une rencontre plus ou moins parce que, voilà, quand alors tu nous en parleras, hein, bien sûr, mais à quel moment, en traversant l'Atlantique, est-ce que tu es seule, accompagnée déjà de membres de la famille ou de quelqu'un ayant été lors des études? Alors voilà, on aimerait savoir à quel moment tu vas décider de quitter pour le Canada. Est-ce que c'est un projet qui se fait d'un commun accord avec des amis ou autre, où tu te lances seul dans l'aventure, encore ce goût de la découverte depuis le musée William Bas? J'aimerais que tu nous en parles aussi de ce musée. Ah, ça se voit que tu as fait des bonnes recherches, hein. Donc, le musée Williams-Bas, en fait, c'est un musée qui est construit chez nous à Dalaba parce que j'ai grandi à Dalaba. C'est une petite ville à 200, presque 300 kilomètres de la capitale Conakry. Okay. Donc, c'était des volontaires américaines qui partaient justement enseigner l'anglais au lycée. Et c'est une des volontaires qui s'appelle Dan Williams qui a été très amie avec notre famille. Avec ma mère, elles ont décidé de construire le musée, d'où le musée Williams-Bas. Fait que c'est là que j'ai commencé à connaître l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Américains noirs, surtout parce que nous, on connaissait pas, on connaissait l'histoire de l'esclavage, l'île de Gorée et tout, mais le côté ce que les Noirs subissent aux États-Unis. Donc, c'est Dan Williams qui nous a amené cet aspect-là. Fait que dans le musée, on voyait, il y avait plein d'histoires de l'Afrique, mais qui étaient comme un continuum avec les Noirs qu'on a pris en Afrique après l'île de Gorée et les défis qu'il passait qu'il vivait aux États-Unis. Donc, c'était très édifiant comme histoire et surtout d'avoir les deux perspectives africaines et américaines en même temps. Donc, le musée est encore là, il fonctionne, on a les touristes, quand ils viennent, ils visitent. Donc, pour revenir à ce qui m'a amené au Canada, mais donc, quand je n'avais pas fini totalement, j'étais à la 3e année de bac. Et je suis tombée amoureuse. Monsieur Coconut, il était pas mal, hein? Je sentais qu'il y avait quelque chose, là. Tu sais, à force de faire les entrevues, c'est souvent ça. Quand les gens quittent l'Europe, ils partent accompagnés, là, puis ils viennent découvrir le Canada ensemble, le Québec. Hey, c'est cool, ça. C'est ça, parce que moi, j'avais jamais pensé comme destination le Canada. Mais mon mari, il était déjà en France, puis il a immigré au Canada. Fait que, donc, c'est l'amour qui m'a amené au Canada. OK, excellent, excellent. Mais cet amour, ce n'est pas un amour aveugle, c'est quand même un projet. Il y a un projet, vous êtes assis, vous avez planifié le tout. Et lorsque tu arrives ici, comme je te disais, aujourd'hui Conakry, demain le monde. Alors là, Alimatou, une ascension fulgurante
mais quelque chose comme certains diraient, de ouf, quoi. Tu vois, tu vas arriver ici, tu vas direct, tu vas à l'UQAM. Mhm, Tu vas décrocher un papier en relation, du moins tu vas faire des études en relations publiques, internationales. Ensuite, tu vas pas t'arrêter là, tu vas aller chercher, faire des études au niveau du baccalauréat en sciences politiques et gouvernement. mhm, Quand même, là, tu sais, je veux dire, ouais. Depuis la mhm, licence en droit, là, ça chôme pas. Et là, maintenant, tu t'arrêtes pas au premier cycle de l'université. Tu vas faire un certificat de deuxième cycle à l'ENAP. Ici, c'est l'École nationale d'administration publique. Ouais. mhm, Et je sais pas si c'est monsieur, la famille, papa qui t'appelle, qui t'encourage encore, ou mhm. les grands cousins, tu sais comment ça fonctionne. Et là, tu vas pas t'arrêter là. Tu vas aller faire un master à l'ENAP. Ça, là, c'est big, là. Maîtrise en administration publique, en analyse et développement des organisations. Aujourd'hui, on peut comprendre un peu les fonctions que tu occupes. T'es compétente, là. Euh, Moi, j'aimerais t'entendre concilier la famille et les études. Comment ça a été pour toi à un certain moment de la durée, là? Un grand défi là. Justement, quand j'ai fait la maîtrise, j'étais enceinte de mon deuxième Oh. et j'ai accouché. J'étais encore en cours là, fait que une semaine après mon accouchement, je suis revenue faire un examen. Et quand j'ai commencé mon bac, mon premier avait 3 mois. Je pense que pour moi, c'est mes enfants qui ont été la motivation Motivation. que je veux pousser plus. Comme avoir des enfants, ça m'a comme permis d'être plus responsable parce que quand j'avais 30 minutes, il fallait Mhm. que je capitalise ces 30 minutes parce que je me disais, je laisse mes bébés à la maison ou à la garderie. OK. Donc, il fallait bosser là. Donc, je pense que ça a été le moteur qui m'a fait tourner depuis pour que le bac et la maîtrise se fassent avec ça. Mais j'avoue que c'est beaucoup de défis. Des fois, manque de sommeil et la vie de couple très difficile là, parce que c'est comme ma chambre était devenue la salle de classe. Donc, c'est heureusement que mon mari et moi, on est complémentaires là. Je OK. pense que c'est ce côté aussi qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore parce que c'est comme quand j'ai des projets, je sais qu'il y a une personne qui est derrière moi et qui prend soin des enfants aussi. Donc, je pense qu'avoir un allié est super important pour faire ce qu'on veut, je pense. Mhm, mhm. Mm. Tu parles de cet allié. Tu en as souvent fait mention parce que, écoute, il te supporte hein, dans toute cette Mm-hmm. aventure qui est celle d'Ali Matouba. Mm-hmm. Il te supporte énormément. Dans une entrevue que tu faisais avec le journal Le Métro, tu Mm-hmm. spécifiais la chose suivante, que lorsque monsieur est arrivé ici au Canada, eh bien, il a dû faire face à certains défis d'intégration, mais d'accès au marché de l'emploi Mm-hmm. également, parce que certains des diplômes n'étaient pas nécessairement reconnus. Oui. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Aujourd'hui, toi qui es hyper connu dans la province, du moins là, de plus en plus, les gens viennent à te connaître. Là, ça, c'est clair. Tu prends position, on va voir dans quelques instants. Mais quand tu vivais cette situation de l'intérieur, en 30 secondes, ta réaction, et même tu peux l'analyser, même cette situation. Ouais, je pense que c'est la situation que vit de bon nombre d'immigrés. Tu arrives, tu as les diplômes là, tu as des maîtrises en pile là, puis tu te retrouves comme chauffeur de taxi ou vendeur chez Dolorama. Je pense que c'est très frustrant.
pour moi, c'est beaucoup de frustration parce que surtout lui, quand il a fini, il a fait chimie. C'était un domaine apparemment très en demande au Canada. Donc, il a quitté la France avec l'espoir d'arriver et d'être dans son domaine direct. Et la réalité était tout autre. Déjà, le chimie, et alors des chimies, il fallait faire l'équivalent des diplômes. Et en même temps, quand tu arrives là, il faut manger, c'est comme, il faut travailler à côté. Je pense que c'est l'un des enjeux qu'il faut porter, que je trouve ça très difficile pour beaucoup de monde qui ont les compétences, les diplômes qu'il faut, qui travaillent dans des emplois où ils sont surqualifiés, alors que le Québec aurait beaucoup d'avantages à utiliser leurs compétences là où il faut. Donc, on voit par exemple des infirmiers, des médecins. J'ai une amie de ma mère qui était médecin dans le pays, dans mon pays, mais là, ici, elle n'est même pas l'équivalent d'une infirmière. Donc, parce que ça prend de retourner aux études, ça prend des cours, et quand on a une famille, c'est pas tout le monde qui a le courage ou même juste le temps d'aller retourner aux études pour intégrer le marché de l'emploi. Ça, c'est clair. Et, Alimatou, ce qui est intéressant dans tout ton parcours, c'est que tu vas toujours être très consciente des réalités que vivent le nouvel arrivant, puisque toi-même, tu vivais ces réalités avec le nucléos familial. Tu vas faire les études ici, tu termines le bac en 2016 là, en sciences politiques. Et là, maintenant, tu vas aller travailler, ça c'est intéressant, au centre communautaire Côte-des-Neiges. Et là, tu vas être, on apprend, hein, franchement, conseillère à la promotion d'événements interculturels. Ça, tu sais, on sait que, je pense, l'arrondissement Côte-des-Neiges, entre autres, c'est un des plus multiculturels à Montréal. Toi, tu travailles à ce qu'il y ait connexion entre ces différentes cultures. Oui, Ton expérience là-bas, j'aimerais t'entendre. Oui, en fait, c'était c'est un stage que j'ai fait là, et c'était l'événement les lundis québécois. Donc, c'était un événement qui passe chaque lundi une fois par mois, et il y avait une activité justement pour créer justement cette connexion entre les nouveaux arrivants et le Québec. Donc, c'était chaque lundi québécois est différent. Par exemple, ça peut être une sortie à la cabane à sucre. Moi, quand j'ai participé à cette activité où on a fait la promotion, j'étais la chargée de la promotion de cet événement. C'était découvrir l'alimentation du Québec. C'est là que j'ai découvert surtout l'origine, pourquoi les tourtières, pourquoi c'était très condensé, parce que ça avait lien avec l'hiver. Fait que apprendre ça m'a permis de comprendre plein de choses. Pour moi, l'histoire, c'est super important. Quand tu arrives dans un pays, tu comprends pas forcément les us et coutumes. C'est en côtoyant les gens et en sachant le pourquoi du comment, je pense qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur les gens et sur le Québec. C'était une belle expérience, là. Ben ça, c'est impeccable. Là, toi, tu fais des études en droit. Par la suite, en relations internationales, administration publique. Là, maintenant, tu es sur le terrain, là, un peu. Tu fais ton stage dans Côte-des-Neiges. Et un an après, Alimatou, elle perd pas de temps. Il y a l'appel. Hein, il y a un appel. Hein, voilà. En 2018, ça c'est félicitations Alimatou, tu vas être candidate, oui, pour le Parti vert du Québec, aux côtés du chef Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. Alors, tu vas être de ces élections de 2018 dans la circonscription de Saint-Laurent. Et là, tu vas monter sur le ring, comme on peut dire, avec une des invités de Coconut Podcast qui fait partie du club des amis de Coconut Podcast, Marois Risky.
Alors là, Oui, vous allez sûrement faire des débats, des joutes oratoires, ou du moins tu vas proposer des idées. C'est intéressant. Cette expérience, peux-tu nous en parler, Alimatou? Vite fait, 30 oui, secondes, hein? Il ne reste pas beaucoup de temps. oui. Oui, c'était une belle expérience. C'était l'expérience qui m'a le plus sorti de ma zone de confort. OK, Là, aller OK. faire le porte-à-porte, c'était tout un défi. Je suis timide de nature, donc toquer la porte des gens, c'était pas tout le temps des expériences positives. Là, j'ai eu des gens qui m'ont crié dessus. Puis ce qui me faisait le plus mal, c'est que quand je venais, les gens étaient plus intéressés par d'où je venais que par le programme que je venais leur dire là. Et Et j'ai pourquoi même le eu Parti vert? Pourquoi le parce Parti vert? parce que c'est le Parce que, parti tu qui... sais, dans Saint-Laurent, Mhm. Ville-Saint-Laurent, c'est pas mal rouge, rouge écarlate, là, tu sais, je te dirais. Euh, Pourquoi le Parti vert? Et est-ce que c'est que dans cette zone-là, les gens ne sont pas encore prêts à un peu peut-être écouter le message du Parti vert, chose que tu as vraiment porté haut la main là dans cette circonscription. J'aimerais t'entendre. Pourquoi le Parti vert? Ouais, parce que pour moi, c'est le parti qui rejoint le plus mes valeurs, que ce soit l'environnement, l'écosocialisme. Je pense que on a besoin, que ce soit à Saint-Laurent ou dans tous les autres arrondissements, on a besoin que les gens soient plus sensibilisés sur l'environnement et que justement pour casser cette vague rouge-là à Saint-Laurent, pour dire qu'il y a autre chose, il y a d'autres alternatives pour un monde meilleur, pour une société, pour un parti qui lutte contre le changement climatique, la crise climatique. Je pense qu'il fallait que je m'engage parce que pour moi, il faut s'engager pour l'environnement et la crise climatique. Et le Parti vert est celui qui a vraiment le programme le plus poussé sur ce niveau. Donc, c'était un plaisir pour moi et c'est encore un plaisir pour moi d'être du Parti vert. Ben ouais, ben là, c'est plus qu'un plaisir pour toi. Aujourd'hui, tu en es rendu la chef adjointe, toute une ascension, surtout pour une femme issue des communautés culturelles, une femme racisée. Halima Touba, durant les élections de 2018, tu as ce média Néo-Québec qui faisait un superbe dossier sur les candidats issus de la diversité des communautés culturelles. Et cet article, ce dossier disait que c'est plus facile pour les gens issus des communautés racisées de faire leur petit bonhomme de chemin dans les plus petits partis, car ils peuvent vraiment y développer des compétences, y gagner une confiance, surtout d'être respectés pour ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, est-ce que le dossier disait vrai? Parce qu'aujourd'hui, tu en es rendu la chef adjointe, mais ça pour des raisons d'une certaine rigueur. Tu as une répartie, tu sais faire la part des choses. Est-ce que ça, c'est un héritage qui viendrait du vieux continent, là? Est-ce que tu as des racines un peu griottes qui font en sorte que, voilà, hein? Non, malheureusement, pas de racine griotte, mais je pense que l'article a quand même raison. Donc, je pense que j'ai pas essayé de m'impliquer dans d'autres partis parce que pour moi, le choix au début, c'était le Parti vert, mais je me suis impliquée en tant que candidate après porte-parole et je pense que justement, comme tu dis, la constance, la rigueur, j'ai pu établir des liens de confiance avec Alex Tyrell et aussi avec les autres membres du parti, l'exécutif. Donc, je pense que j'ai pu, avec le temps et la confiance qu'ils ont mis sur moi au début, voir que j'avais les compétences qu'il faut. Et quand on a confiance en toi, je pense que ça nous conforte dans la position qu'on occupe et ça nous permet je pense, de déployer nos ailes. Je pense qu'on a besoin qu'on nous ouvre les portes et que on nous fasse confiance. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé au Parti vert. On a vu mes compétences et on a reconnu, m'a fait confiance. Je pense que ça a été là, je pars là où le point culminant qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui.
Superbe. Alimatou, bon, je dois te poser cette question. Il y a eu certains soubresauts au niveau du Parti vert du Québec. Il y a eu une petite fronde là, quelques membres qui réclamaient bon le départ d'Alex Turel, sont montrés au créneau. Il y a eu un vote de confiance. Je pense que Alex Turel a remporté ce vote de confiance par quoi 63-67% là du suffrage. Aujourd'hui, l'exécutif, on voyait dans les médias, les journaux, que l'exécutif a claqué la porte. Bon, il est parti. Le Parti vert, on sent qu'il y a de plus en plus d'activités que vous organisez. Mais une question se pose. On a reçu certains courriels en ce sens. Quand est-ce que vous allez repartir l'exécutif? Voilà, c'est la question. Bientôt, là, on est en train de préparer le lancement justement pour recruter un nouvel exécutif. Et oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées ces derniers mois avant le vote de confiance. Mais je pense que le vote de confiance est venu régler cette question parce que on a consulté tous les membres et les membres ont décidé, la majorité des membres ont décidé d'accorder leur confiance à Alex. Donc, on est en phase de renouveau, on est en phase de justement de bâtir des ponts et de bâtir des liens avec sur le terrain et avec des partenaires. Et je pense que la porte est ouverte pour toute personne qui veut l'avancement du parti, qui veut faire la cause environnementale sur le numéro 1 et surtout les élections approchent bientôt. Donc, je pense que le moment n'est pas à la chicane, le moment est à l'union et au travail pour qu'enfin on puisse élire le premier député vert à l'Assemblée nationale en 2022. OK. Mais Alimatou, on sait qu'il y a récemment, c'est comme ça que le Parti vert, là, ça bouge, là. Il y a 2 assos qui ont été créés, des associations régionales à Québec et à Montréal. Donc, on sent que vous êtes déjà en train de fourbir vos armes pour les élections qui arrivent en 2022, là, très rapidement. Alimatouba, on a la chef la chef adjointe du Parti vert du Québec avec nous. On a vu Alex Turel. Bon, lui, il est reconnu pour appuyer les communautés culturelles, Premières Nations, communautés racisées. Toi-même, tu viens de Guinée, hein, d'Afrique, et tu vois qu'un de tes compatriotes venant étudier ici le même chemin que tu as fait récemment, Monsieur Camara, voilà, bon, cette bourde judiciaire. On sait qu'à la ville de Montréal, le service de police a reconnu qu'il y a profilage racial. Bon, on sait que tu es en attente quand même de ce que Monsieur Dionne, de ce que, bon, peut-être ça va aller au civil, cette histoire et tout. Mais moi, j'aimerais t'entendre. Tu as 2 garçons. Alimatou, moi, j'aimerais t'entendre sur cette situation. C'est une situation traumatisante. Là, je me dis, ça peut arriver à n'importe qui. Là, je me dis, si je me bats, justement, si je m'implique dans tout ça, c'est pour que mes fils n'aient pas à vivre ça. J'aimerais pas que, à cause de ta couleur de peau, qu'on t'arrête le plus souvent quand tu conduis une voiture de luxe ou même quand tu conduis une voiture, qu'on se fasse contrôler plusieurs fois. Je pense que il faut vraiment, pour l'affaire de Monsieur Camara, qui, je n'imagine pas les 6 jours aussi traumatisants qu'il a vécu, quand tu es innocent et que tu vois surtout moi, ce qui m'a choqué, c'est toute la couverture médiatique sur le sujet. On connaissait où il habitait, sa vie privée exposée partout, sa photo partout. Donc, je pense que je n'aimerais pas qu'aucun autre homme, peu importe sa couleur de peau, ne vive ça parce que quand on est innocent, c'est difficile
ce qu'il a vécu. Donc, je pense que c'est important que l'enquête soit publique, pas juste une enquête où on va nous dire c'est ça les résultats. Et c'est important que le gouvernement reconnaisse qu'il y a du racisme systémique. Peut-être dans le cas de Monsieur Camara, on ne saura jamais si c'était une personne blanche, si ça allait être pareil. On ne saura jamais parce qu'ils ne vont jamais le dire. Mais je pense qu'il faut un travail important pour que la confiance se rétablisse entre le service de police de Montréal et les communautés racisées. Parce que les cas de profilage racial, maintenant, c'est courant là. Il y a plein d'exemples qu'on voit. Donc, il faut que ça cesse. Je pense que c'est important que tout le monde se sente en sécurité et que surtout se sente en confiance avec les forces de l'ordre. Parce que je me dis, si tu as un problème, on nous dit appelle la police. Donc, si tu sais que si tu appelles la police, c'est toi qu'on prend là, tu essaies de te défendre ou tu n'appelles même pas. Je pense que ça, c'est un grand problème et que surtout, je pense que être un homme noir en ce moment à Montréal, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment à plein de défis. Donc, j'aimerais pas que mes enfants grandissent et que rien n'a changé. Et que pour que ça change, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on continue de parler, quitte à dire qu'on se victimise, quitte à dire qu'on en fait trop. Mais il faut qu'on en parle jusqu'à ce que ça cesse. Tant que ça cesse pas, on va en parler. Ça, c'est clair. Ok, superbe. Alimatou, il ne reste pas beaucoup de temps, très rapidement. On sait que toi, tu es impliquée au niveau municipal comme conseillère en contrôle de gestion. Tu es très impliquée pour promouvoir les droits de la femme dans ton action politique, hein. Le fait de voir aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de femmes issues des communautés culturelles, mais tout simplement, avec un grand F, de plus en plus de femmes, d'accord, qui s'identifient femmes, qui se lancent en politique. On peut penser, on l'a reçu à l'émission, la mairesse de Villeray, n'est-ce pas? Parc extension Villeray-Saint-Michel, Madame Fumagalli. Vous avez à la ville-centre Madame Valérie Plante, qu'on a reçue également à Coconut Podcast. Vous avez dans Montréal-Nord, qui récemment, durant le mois de l'histoire des Noirs, elle était avec nous, Madame la mairesse Christine Black. Nous en avons encore un peu partout, là, à Côte-des-Neiges également, Madame Montgomery, notre vice-première ministre au Québec, hein, Madame Guilbeault, c'est une femme. Je pense que c'est vrai. Et Anami Paul, je pense que... Oui, c'est ce que j'allais dire. T'as volé le punch, ouais, voilà. Oui, je pense que déjà, pour moi, l'élection d'Anami Paul comme première femme noire chef de parti au fédéral, là, elle a brisé à la tête du Parti vert du Canada, ouais. Oui. Donc, je pense que c'est une grande inspiration et je pense qu'on a besoin de plus de femmes en politique et je pense que la représentation compte, voire avec les femmes, on voit où la politique se fait vraiment autrement et je pense qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment, que ce soit issues de la diversité ou des femmes fortes dans des positions que je voudrais plus dans des postes stratégiques. Donc, je pense que c'est positif et c'est inspirant et moi, ça m'inspire de voir toutes ces femmes et ça me motive justement à continuer ce que je fais parce que je me dis pourquoi pas briser notre plafond de verre et on a vu qu'avec Kamala Harris c'est possible. Ouf, yes. On est dans le mois de l'histoire des Noirs. Que représente ce mois de l'histoire des Noirs maintenant que tu es rendu en Amérique? Intéressant, hein? Du musée William Bas avec Dan Williams. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves comme une figure de proue là dans ce mouvement du mois de l'histoire des Noirs au Québec. On sait que vous avez organisé un live que il y a Joseph Alain qui a participé. Et voilà. Alimatou, que représente ce mois de l'histoire des Noirs pour toi? Mais aujourd'hui que la petite Alimatou, à l'époque, qui travaillait au musée, est rendue au Canada, qu'est-ce que ça représente pour toi encore plus, le fait que tu aies des enfants d'autant plus?
Oui, moi, c'est comme à chaque année, à chaque édition du mois de l'histoire des Noirs, je suis tout autant émerveillée que je pense que les autres personnes, parce que vu que moi, je suis née et j'ai grandi en Afrique, pour moi, j'avais pas cette question de l'histoire des Noirs. Tout le monde était noir, la majorité, fait que c'est quand je suis arrivée là que j'ai vu que, OK, je vois que j'ai vu comme il y a il y a une rupture de tout ce que j'ai vécu depuis toute petite. Et là, chaque fois que le mois de l'histoire des Noirs, j'épluche la programmation parce que je découvre tellement de choses, que ce soit l'histoire du passé, que ce soit les nouvelles générations, que ce soit les œuvres artistiques. Donc, chaque fois, pour moi, ça représente beaucoup parce que vu que justement, comme tu parles de mes enfants, eux, ils sont nés là, contrairement à moi, eux, leurs origines seront ici tout le temps. Donc, il faudrait que je pense qu'ils auront besoin de s'imprégner aussi de cette histoire pour comprendre d'où ils viennent, comprendre les défis que les autres ont vécu pour justement être bien pour le futur. Je trouve que de plus en plus dans le mois de l'histoire des Noirs en Amérique, il y a une grande place, énorme place, mais qui ramène à une valorisation incroyable de cette histoire noire qui prend racine en Afrique. Il me semble que, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant pour les tout petits. On présente des personnalités aujourd'hui sur lesquelles ces jeunes-là peuvent avoir un modèle, une référence. Le petit jeune Guinéen né au Québec, là, qui n'est pas le fils d'Alimatou, le fait de... Ah ouais, une femme guinéenne d'origine qui rend du chef de parti au Québec. Il y a quelque chose d'intéressant. Le fait qu'on valorise la culture africaine de plus en plus, Alimatou, en Amérique, est-ce que toi, tu en es quand même fier? Oui. Parce que quand on arrive ici d'Afrique, des fois, on voit bien que le jeune afro-américain, si on peut l'appeler comme ça, des fois, il lui manque un peu de cette culture du continent mère. J'aimerais t'entendre très rapidement là-dessus. Pour moi, c'est très important, cette valorisation, parce que la représentation est super importante, que ce soit à la télé, que ce soit dans nos médias, que ce soit je pense que c'est important justement pour nos enfants quand ils regardent la télé qu'ils se mettent pas de barrières, qu'ils disent oh je peux être chanteur, je peux être journaliste, je peux être président. Je pense que c'est tellement important qu'on valorise, qu'on mette de l'avant cette histoire des communautés noires et que surtout qu'on fasse de quoi pour que la représentation se fasse dans toutes les sphères de la société pour que chaque noir ou chaque personne qui est née ici sache qu'il a sa place. Pour terminer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celle-là. Alors, messieurs, dames, nous allons poser comme question à Alimatou la question du club des amis de Coconut Podcast. Alimatou, question de nos internautes. Es-tu plus Aloko ou Poutine? Aloko à 100%, surtout. Faudrait qu'on essaie une poutine, tu sais, à la loco, là, tu sais, genre, ce serait pas pire, là, tu sais, les plantains, un peu, là, super mûrs, puis on met du fromage couche-couche dessus, puis de la sauce. Pour te dire que Aloko, pour moi, c'est matin, midi, soir. Là, je pense que c'est mon aliment préféré. Donc, si tu me dis poutine Aloko, je suis partante aussi. Partante, parce qu'on va l'essayer, puis on va la suggérer à plusieurs de nos invités futurs cet été dans notre Coconut Podcast sur la route. Alimatou, une entrevue incroyable. Je pense qu'on va en faire, de toute façon, on va en faire quelques-unes d'ici les élections provinciales. Alimatou, le Québec t'écoute, la francophonie t'écoute. Tes frères et sœurs au pays, les fanatiques de Coconut Podcast à Conakry t'écoutent. Moi, le mot de la fin est à toi. En ce mois de l'histoire des Noirs, un petit mot en 15 secondes, là, pour nous?
Ouais, merci beaucoup pour cette invitation et je te souhaite bonne chance pour ta nomination pour le podcast de l'année et pour tout le monde, votez pour Alain, c'est le meilleur animateur. J'aime ton énergie, donc merci à toi, merci à Olivier et mais c'est ça le mot de ma fin. C'était un plaisir d'être là avec vous. Respect. Ali Matouba, franchement, le Québec gagne à te connaître. Là, on te voit un peu partout. Tu es dans les médias, là. Tu organises tout plein de lives. On t'invite. Ali Matouba, comme je dis à tous mes invités en toute fin d'entrevue, chez nos frères et sœurs en Innu, alors vers Sept-Îles, Ouachat, Maliotenam, un peu, là, ces coins-là, ils nous disent Chinash Kumitin, nos frères et sœurs, alors en algonquin, ils nous disent Miigwech, et nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Et puis en guinéen, comment on dit merci? Diaram. Diaram. Oui. Merci à toi, Limatou. Au Merci, plaisir. Jarama. Jarama. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec la chef adjointe du Parti vert du Québec. Ça a l'air qu'elle et Alex Tirel, là, actuellement, là, ils sont en train de monter le Parti vert du Québec à un niveau supérieur. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout, allez la suivre, Ali Matouba. Messieurs, dames, une entrevue incroyable et surtout, je pense qu'elle risque d'être l'une des prochaines députées du Parti vert du Québec à l'Assemblée nationale. Monsieur Legault, attachez votre sucre. Madame Ali Matouba s'en vient. Sur ce, je vous dis, Niawen, on se voit pour une prochaine entrevue, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Au revoir, Niawen, au revoir.